on va commencer. Alors donc déjà, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venus ici et maintenant. Donc je me présente, je m'appelle Steven Lepage. Je suis, alors en fait j'ai plusieurs métiers. Je suis guide accompagnateur en secteurs locaux, donc plutôt tout ce qui est, on va dire, beaux paysages, désert saharien, fjord, scandinave, etc. Super. Et alors, donc, comme vous pouvez donc, le voir sur mon badge, c'est écrit en minuscule, je suis donc guide accompagnateur en secteurs locaux, ainsi que animateur du patrimoine, expert en relations communicationnelles et publiques. Donc en fait, si je suis mandaté aujourd'hui, c'est pour vous faire une petite visite de la cour, ou plutôt en fait de ce qu'on appelle l'impasse du Loup. Et donc, alors je vais vous passer tout de suite ce petit livret qui va en fait être un petit livret complémentaire à la visite. Donc, je vous en distribue un à chacun. La base du Loup, c'est une petite ruelle. La base du Loup, c'est Oui, elle commence sur le parking de l'hôpital de jour, là, et puis elle va sur le quai. Voilà. Et voilà. Alors donc voilà, nous voilà à Strasbourg. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu l'histoire de Strasbourg, mais on va remonter à il y a quelques millénaires. Alors il faut savoir qu'au Paléolithique, l'Alsace en général, c'était seulement une région de passage. On sait que le climat était médiocre, que les sols étaient très marécageux. Du coup finalement il n'y avait que des tribus nomades qui ne faisaient que passer. Et finalement c'est au courant du néolithique que la civilisation appelée les Danubiens se sont installés. C'est la première civilisation qui s'installe en Alsace. Et donc ensuite, il y a eu d'autres civilisations, comme plus tard, à partir du 1er millénaire avant Jésus-Christ, les proto-celtes, puis les Celtes, qui ont fondé à cet endroit-là la bourgade celte d'Argentorate, qui deviendra en moins 58 Argentoratum, un camp romain. Donc en moins 58, les Romains sont arrivés à l'ancienne Strasbourg. Et finalement, Strasbourg prend son nom d'une ville qui a été fondée par les Francs en 496 et qui s'appelait alors Strateburgum, ce qui signifie la ville forte de route. Mais en fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, parce que c'est une partie assez méconnue de l'histoire de l'Alsace, c'est qu'il y a eu également une autre civilisation qui a existé, et ce, on va dire, un petit peu après, un petit peu... à vrai dire, c'est une civilisation qui est tellement méconnue qu'on ne sait même pas exactement quand elle est apparue. On imagine qu'elle était étendue entre moins 800 et moins 600, mais ça reste encore des suppositions. Finalement, on ne sait pas grand-chose de cette civilisation. Et il y a eu un moment où on a pu en savoir beaucoup plus, c'est lorsque cet immeuble-là a été construit. Il a été construit en 1975, et donc avant cela, la rue Saint-Guillaume était remplie de maisons à style de maisons alsaciennes à colombage. Et en fait, lorsqu'ils ont détruit les maisons pour ensuite construire ce bâtiment, dans les fondations, ils ont retrouvé un vase en terre cuite qui a tout de suite s'est fait poser des questions à un grand nombre d'archéologues, car il venait d'une période où on pensait qu'il n'y avait absolument aucune civilisation, on va dire, qui était bien installée, qui avait les capacités de faire de tels vases. Et donc là, il y a eu quelques archéologues passionnés et connaisseurs, évidemment, qui sont penchés sur la question et qui ont réussi à dater avec le carbone 14. Donc en fait, ce vase qui datait effectivement du 9e siècle avant Jésus-Christ et qui a vite été rapproché de la civilisation des Acadiens. Alors la civilisation des Acadiens, comme dit, donc c'est une civilisation assez méconnue. Tout ce qu'on imagine, c'est que la capitale des Acadiens se situait dans les Vosges du Nord, à peu près vers la Petite Pierre. Je ne sais pas si vous voyez le lieu. Et en fait, on avait retrouvé là-bas un certain nombre
d'artefacts archéologiques, on va dire, qui ont posé effectivement quelques énigmes aux archéologues. Et en découvrant ce vase en terre cuite ici, il y a eu quelques interrogations qui ont ensuite été posées. Est-ce que ce vase appartenait aux Acadiens? Est-ce qu'on allait pouvoir en savoir plus sur les Acadiens? Alors je vous propose de me suivre tout de suite. La première chose que les archéologues ont faite, c'était évidemment de faire des fouilles un petit peu plus approfondies pendant donc la construction des fondations. Et les premières fouilles ont lieu non loin de là où on voit maintenant l'entrée de parking, car c'était là qu'avait été trouvé le vase en terre cuite. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait sous terre une sorte de tunnel, oui, souterrain, qui mènerait visiblement à un tombeau. Et après des recherches un peu plus approfondies, ils se sont rendus compte que le tombeau, c'était le tombeau du roi Uluka Ier, qui était appelé en langue acadienne Ulukate. Et donc, ce tombeau-là, c'était le tombeau d'un roi qui était très connu, on va dire, c'était le plus grand régent de cette civilisation. Et on ne sait pas pourquoi, de la capitale, qui était donc dans les Vosges du Nord, il aurait été enterré ici. Mais les fouilles ont continué, et finalement, donc il s'est avéré, alors je vous en prie, on va pouvoir avancer. Donc il s'est avéré qu'il y avait donc ce tunnel souterrain qui allait de là-bas jusqu'à là-bas, à peu près dans le jardin de la Haute École des Arts du Rhin. Et donc ce tunnel a posé quelques questions et on s'est demandé, mais s'il est là, effectivement, c'est qu'il devait y avoir, à une certaine époque, à l'époque de la civilisation acadienne, il devait y avoir un certain complexe, on va dire, un bâtiment, du moins quelque chose qui pourrait prouver que les Acadiens avaient vécu ici. Et donc nous allons continuer. Alors, donc voilà. Là, on va arriver en fait à un lieu où normalement, moi j'aurais bien aimé qu'on puisse y aller. On pourrait normalement aller dans les... Ah, je vais attendre un petit peu le reste du groupe. Il serait possible, hypothétiquement, d'aller dans les souterrains, mais pour des problèmes de sécurité, il faudrait qu'on ait tous un casque, des combinaisons spéciales. Donc là, ça ne va pas être possible pour l'instant. Et en fait, le problème, c'est que lorsque le bâtiment a été construit en 1975, s'est posé la question, justement, après avoir trouvé cet artefact acadien, de si, en quelque sorte, un musée allait être ouvert ou pas. Mais finalement, faute de subventions, car c'est un sujet qui, malheureusement, n'intéresse pas tant de personnes que ça, l'idée du musée a été abandonnée. Et même encore aujourd'hui, certains archéologues se battent pour que la civilisation acadienne puisse être reconnue et tout simplement connue, ce qui pour l'instant n'est pas trop gagné. C'est pour ça que vous n'en avez certainement pas entendu parler avant aujourd'hui. Et donc voilà, donc je suis désolé, on ne pourra pas à ce jour visiter le tunnel, mais par contre il y a quelque chose qui... Il est où exactement là? Il existe en fait certains bouts du tunnel. Il y a des endroits où évidemment avec le temps, l'érosion, etc., les tunnels s'est effondré, mais il existe quelques endroits, plus au niveau du tombeau donc, qui était là-bas, où il y a encore des parties qui sont toujours en presque état d'origine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1975, les deux architectes du bâtiment, qui sont Charles Gustav Stosskopf et Walter Euler, ils ont quand même pris contact avec les archéologues qui avaient travaillé ici, et avec les reconstitutions donc, du lieu tel qu'il était anciennement, les reconstitutions du tombeau d'Uluka que vous pouvez voir donc, dans la page 2, voilà, on peut voir qu'à cet endroit-là, il y avait justement l'entrée du tombeau, et que donc les architectes se sont concertés avec les archéologues pour pouvoir reproduire, on va dire, une construction qui aurait cette forme. On peut dire ça par respect pour les anciennes traditions qui... Voilà, et donc en fait, cet endroit-là, c'était l'entrée du tombeau. En fait, grosso modo, on arrivait, comme vous pouvez le voir sur les représentations en 3 dimensions, on rentrait par un escalier qui était situé derrière, et le tunnel passait par en dessous, il continuait sur la gauche, et ensuite il refaisait un angle et il allait jusqu'au tombeau d'Ulukate. Tombeau qui évidemment entre-temps a été pillé, hein, ça fait... malheureusement c'est triste, mais c'est comme pour toutes les civilisations, dès qu'il y a un petit peu d'opulence enterrée quelque part, il vaut mieux s'en servir plutôt que de faire perdurer la culture malheureusement. Mais donc nous voilà à l'endroit où il y avait l'entrée du tombeau, et en fait, donc, comme vous pouvez le voir, l'entrée du tombeau, ce n'était qu'un bâtiment qui était au milieu d'une
large enceinte qui faisait le tour. Et donc on peut voir. Alors aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de traces de cette enceinte, hein, les murs se sont tous écroulés et vous ne pouvez plus en voir les traces, mais avec des méthodes principalement de géologie, enfin on peut voir avec la résonance électromagnétique des sols, les niveaux d'affaissement du terrain, les creux, etc. Et donc on a pu voir qu'il y avait donc la construction qui s'étendait, comme vous le voyez sur le plan, comme cela, et le portail qui donne sur le quai des pêcheurs. Le portail qui est là aujourd'hui, évidemment ce n'est pas le portail d'origine, mais il se trouve à la même place que là où était le portail d'origine. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on se rend compte en superposant deux choses. Si on superpose un plan en vue aérienne et qu'on superpose les points du portail, de l'entrée du tombeau et de l'endroit où était situé le tombeau, qu'on les superpose avec les trois étoiles qui forment la ceinture d'Orion, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir dans la page 3, Anitak, Anilam et Mintaka, on se rend compte que les trois sont à chaque fois parfaitement superposés. Ce qui signifie que la civilisation des Acadiens était une civilisation qui avait de grandes connaissances en astrologie. Alors, ça reste, disons qu'aujourd'hui, le peu de connaissances qu'on ait par rapport aux Acadiens vient, comme je vous l'ai dit, des Vosges du Nord, où on a retrouvé une pierre qu'on pourrait assimiler à la pierre de Rosette acadienne, dans le sens où sur cette pierre était gravé à la fois un texte en acadien avec des glyphes acadiens, à la fois leur traduction en grec ancien et leur prononciation en grec ancien, ce qui nous permet aujourd'hui de savoir non seulement comment s'écrivait l'acanien, mais également comment il se prononçait. Et donc, si vous voulez bien qu'on se tourne un petit peu, qu'on retourne vers là-bas, je vais vous montrer une autre chose. Et alors donc oui, c'est une langue, vous pouvez déjà le voir, c'est en page 4 de votre livret. C'est une langue, par exemple, l'allemand, sont des langues agglutinantes. Voilà, le petit lexique acanien exactement. Et donc c'est une langue agglutinante. C'est-à-dire, par exemple, que Akana, le mot Akana, signifie la grande terre. Il est composé à la fois du mot Aka, qui signifie grand, et du mot Ana, qui signifie la terre. Comme vous pouvez le voir, par exemple, l'eau se dit Ea, le serpent se dit Sis, la rivière, donc l'eau serpent, se dit Sisea. Et si on veut parler d'un fleuve qui est une grande rivière, c'est Aka Sisea. Donc là, on peut très bien voir effectivement à quel point la langue n'était pas si compliquée que ça, ce n'était qu'une histoire de vocabulaire qui se rajoutait dans les mots de syllabes qui s'ajoutaient les unes aux autres. Et alors, si vous vous approchez un petit peu par là, on va pouvoir voir. Alors, il y a sur un des murs qui est là-bas, que je vais vous montrer tout de suite, il y a des graffitis qui évidemment ne datent que d'il y a quelques années, quelques décennies. Mais en fait, ces graffitis, ils ont été écrits sur ces murs-là. Alors, on va s'en approcher, je vais vous les montrer tout de suite. Ce sont des graffitis qui ont été écrits et dessinés par rapport donc, à certains glyphes acadiens. Donc là encore, on ne sait pas qui les a fait, mais on imagine que c'est quelque chose qui s'est fait en concertation avec les archéologues, avec les gens qui connaissaient un petit peu ce lexique acanien. Et donc, ici, on peut voir en petit un graffiti où on semble apercevoir les lettres O, F et 2 E. Et là, derrière cette camionnette, il y a un autre graffiti plus grand où, pareil, on voit O, une sorte de O, une sorte de F et 2 E. Et alors, en fait, donc, vous pouvez le voir dans le lexique acanien, cela se dit Hélène Tano Anaté. Hélène, en fait, c'est l'équivalent du cartouche égyptien. C'est ce qu'on peut assimiler à un O majuscule, et cela signifie grand. Mais grand dans le sens, comme on dirait, votre majesté. C'est pas quelque chose qui est grand comme Aka. Aka, c'est grand, par exemple, une grande personne, ce sera Aka. Mais par contre, si on parle d'une grande personne au sens noble, par exemple, si on dit un grand roi, le grand, là, se dit Hélène. Donc Hélène, grand, Tano qui signifie l'homme, et Anaté qui signifie le loup. En fait, Tano Anaté, c'était une sorte de titre qu'on donnait aux dirigeants. Et il ne faut pas voir le loup simplement comme l'animal le loup. Là, en l'occurrence, on parle de loup dominant, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de fédérer toute une tribu, en l'occurrence la tribu des Acadiens, de les fédérer et de les faire avancer. C'est pour ça que d'ailleurs Ulukate a été assez connu à ce temps-là, c'est parce qu'on dit qu'il a fait beaucoup de choses pour les Acadiens. Et donc, comme vous pouvez le voir,
sur le petit lexique. Alors là, il n'y a évidemment pas tous les mots qu'on a découverts, mais là, ce sont les mots, on va dire, les plus basiques et les plus importants à cette époque-là. Donc, alors, je peux vous en parler un petit peu plus si vous voulez. Par exemple, on a découvert qu'au niveau des nombres, les Acadiens comptaient avec un système quaternaire, c'est-à-dire que nous, on compte en base 10. On dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et arrivé à 10, finalement, on rajoute un 1 devant, c'est la dizaine, et on va recommencer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, en l'occurrence, on dit 0, 1, 2, 3, mais après, il n'y a pas de 4. Après, on passe à 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, etc. Et donc ça, c'est tout simplement une autre manière de compter. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, avec les progrès de la science et principalement des neurosciences, on s'est aperçu que de base, dans le cerveau humain, il ne nous est possible que de compter jusqu'à 4, dans le sens où notre cerveau sait reconnaître jusqu'à 4 nombres, et après, pour lui, au-delà, c'est plus que 4. C'est-à-dire que notre cerveau peut immédiatement voir 1, 2, 3, 4 objets, ou plus. Et alors, c'est quelque chose qui se retrouve dans énormément de civilisations, cette idée de compter en base 4, parce que finalement, il n'y a pas besoin de s'encombrer plus l'esprit avec d'autres chiffres, on va dire, puisque seul 4 pourrait suffire à une compréhension complète de cela. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez,